Alors, imposer le respect des droits de l'homme à l'entreprise mondialisée constitue un enjeu fondamental. Nous avons tous en tête des exemples qui nous le rappellent, qu'il s'agisse du contentieux suscité par les activités de l'entreprise Total en Ouganda, par les activités de la société Shell au Nigeria, ou encore, dans tout autre domaine, les plaintes qui ont été déposées en France, en Allemagne, aux Pays-Bas, contre certaines entreprises du secteur textile, telles que CIA ou Zara, qui sont accusées de tirer profit du travail forcé des Ouïghours par le biais de leur chaîne d'approvisionnement. Alors, c'est afin de répondre à ce défi juridique qu'un certain nombre d'États, ainsi que l'Union européenne, ont eu dans un premier temps recours à l'obligation de reporting. L'idée, en toile de fond, était qu'en imposant à la société chef de file de dire publiquement ce qu'elle fait pour gérer les risques d'atteinte aux droits de l'homme, eh bien, elle soit indirectement incitée à gérer effectivement ces risques d'atteinte aux droits de l'homme et à modifier son comportement. Pourquoi? Parce que sinon, elle prendrait le risque d'être stigmatisée par les ONG ou encore d'être mise à l'écart par les consommateurs et les investisseurs qui lui préféraient une entreprise plus vertueuse. L'effet escompté ne s'est toutefois pas produit et c'est la raison pour laquelle l'Union européenne a modifié, révisé la directive NFRD de 2014 et a adopté une version améliorée, la directive CSRD. Est-ce que cela signifie pour autant que cette directive CSRD, qui est au cœur du colloque, sera désormais suffisante pour impulser la protection des droits de l'homme au sein de l'entreprise mondialisée? Je ne le pense pas. Certes, elle améliore notablement le mécanisme de reporting, en standardisant l'information divulguée, en facilitant l'accès des parties prenantes à cette information, ou encore en mettant en place un contrôle, alors limité néanmoins, en tout cas dans un premier temps, mais un contrôle des informations divulguées, et ce, afin de favoriser leur fiabilité. Deux lacunes demeurent toutefois. La première lacune, rien n'est prévu par la directive, donc par la directive CSRD, dans l'hypothèse où les mesures adoptées par l'entreprise pour prévenir et remédier aux atteintes aux droits de l'homme seraient insuffisantes. L'article 51 se borne à prévoir une sanction dans l'hypothèse où l'entreprise aurait manqué à son obligation de reporting. Autrement dit, dans l'hypothèse où elle n'aurait pas publié de rapport dans les conditions prévues par la directive. Pour le reste, elle continue à miser, à parier sur une réaction pourtant fluctuante et incertaine des investisseurs et des consommateurs. Seconde lacune, rien n'est prévu par la directive CSRD pour indemniser les victimes d'atteintes aux droits de l'homme. Et c'est la raison pour laquelle l'Union européenne, à l'image de la France, de l'Allemagne, des Pays-Bas, de la Norvège ou encore de la Suisse, a entendu compléter cette obligation de reporting par une obligation de vigilance. Une obligation de vigilance qui trouve notamment sa source dans une proposition de directive de février 2022. Alors notamment parce qu'il existe déjà des obligations de vigilance au droit européen dans des secteurs un petit peu particuliers, celui des minerais de conflit et celui de l'importation de bois. Cette obligation de vigilance, elle est désormais bien connue. Elle impose à la société chef de file d'identifier les incidences négatives que ces activités, celles du groupe ou encore celles de la chaîne d'approvisionnement, pourraient avoir sur les droits de l'homme, de prévenir ces incidences négatives, d'y remédier et d'y mettre un terme lorsqu'elles surviennent, et enfin de communiquer sur son processus de vigilance dans les conditions prévues par la directive CSRD. Et l'on constate donc que cette obligation de reporting ne constitue qu'un aspect d'une obligation plus large, l'obligation de vigilance. Si cette obligation de vigilance, en tant qu'obligation de faire, en tant qu'obligation de fond, recèle un potentiel important, c'est toutefois à la condition qu'elle soit mise en œuvre de manière adaptée.
Or, pour ce faire, la proposition de directive vigilance fait intervenir 2 acteurs qui seront chargés, aux côtés des parties prenantes, telles que les ONG, eh bien, de veiller à la bonne mise en œuvre de leur devoir de vigilance par les entreprises. Il s'agit d'une part des autorités de contrôle et d'autre part du juge. Et c'est par les autorités de contrôle que je souhaiterais commencer. L'article 17 de la proposition de directive impose aux États de désigner une autorité de contrôle qui sera chargée de surveiller la mise en œuvre de leur devoir de vigilance par les entreprises. Et ce faisant, la Commission s'est inspirée de ce qui existe déjà en Allemagne, aux Pays-Bas et en Norvège. Ces autorités de contrôle pourraient être amenées à jouer un rôle important, puisque la proposition de directive leur confère des prérogatives importantes. Elles auront notamment la possibilité de mener des enquêtes, d'ordonner la cessation des infractions à la directive et de mettre en place des mesures conservatoires pour éviter la survenance d'un dommage irréversible, et auront enfin la possibilité de prononcer des sanctions. Et c'est sur ces sanctions que je souhaiterais m'arrêter, et ce compte tenu de leur rôle prophylactique. 3 sanctions sont notamment envisagées par le droit européen. La première sanction, qui pourra être prononcée par les autorités de contrôle, est une sanction financière qui est calculée sur la base du chiffre d'affaires annuel de l'entreprise. Un petit peu à l'image de ce qui existe en droit allemand, puisque la loi vigilance allemande donne la possibilité au BAFA, qui est l'autorité de contrôle, d'infliger une amende à l'entreprise qui aurait manqué à son devoir de vigilance, une amende qui peut atteindre 2% de son chiffre d'affaires annuel. Donc, cette sanction, elle est très prometteuse. Néanmoins, on pourrait envisager quelque chose qui n'est pas actuellement prévu par la proposition de directive, à savoir reverser une partie de cette amende aux victimes d'atteintes aux droits de l'homme, et ce, compte tenu de la longueur et de la lenteur des procédures en la matière. Et pour ce faire, on pourrait s'inspirer de ce qui existe déjà en droit américain, donc dans un domaine différent, puisque la loi Sarbanes-Oxley, qui a été adoptée en 2002, donne la possibilité à la SEC, la Securities and Exchange Commission, de reverser une partie de l'amende qui a été prélevée aux investisseurs qui ont été lésés par la commission d'infraction économique. Et donc pourquoi ne pas transposer ce système dans celui des entreprises des droits de l'homme. La deuxième sanction qui pourra être prononcée par les autorités de contrôle, c'est l'interdiction, l'impossibilité pour l'entreprise de recevoir des aides publiques. Donc une sanction très incitative compte tenu du rôle joué par ces aides, notamment en période de crise économique ou encore de crise sanitaire. On peut toutefois regretter que la proposition de directive n'ait pas repris une sanction, à savoir l'exclusion de la commande publique des entreprises qui auraient manqué à leur devoir de vigilance, et ce alors que cela avait été préconisé par le Parlement européen en 2021 et que cette sanction a été également retenue par la loi vigilance allemande. La troisième sanction qui pourrait être prononcée par les autorités de contrôle et qui, je le pense, est très prometteuse, est l'obligation pour l'entreprise de retirer ses biens du marché dès lors que ces derniers sont issus du travail forcé. Alors, cette sanction, contrairement à celle que j'évoquais précédemment, ne trouve pas sa source dans la proposition de directive vigilance, mais dans une proposition de règlement qui a été publiée par la Commission en septembre 2022. Et ce faisant, la Commission s'est inspirée de ce qui existe déjà en droit américain, puisque le Tariff Act donne la possibilité aux autorités douanières de refuser l'entrée sur le territoire américain de marchandises qui seraient issues du travail forcé. Et une sanction qui commence à se répandre dans la mesure où le Canada s'est doté d'un système similaire en juillet 2020, le Mexique en février 2023, et que l'Australie envisage également d'adopter cette sanction. Une sanction dont tout l'intérêt réside en fait dans le fait que, compte tenu des répercussions financières qu'elle pourrait avoir pour l'entreprise, l'incitera en amont à déployer un processus de vigilance raisonnable particulièrement robuste et efficace
afin de s'assurer que sa chaîne d'approvisionnement est exempte de travail forcé. Et il est intéressant de relever que contrairement à la directive CSRD et à la proposition de directive vigilance qui ne s'applique qu'à une poignée de sociétés, eh bien cette sanction, cette proposition de règlement travail forcé, s'applique à tous les opérateurs économiques. Il s'agit donc d'un moyen pour la Commission d'imposer indirectement les obligations de vigilance à toutes les entreprises, peu importe leur taille, et ce, dès lors qu'il s'agit de faire face à un comportement aussi grave que le travail forcé. Cette sanction et donc cette proposition de règlement travail forcé sont extrêmement prometteuses. Cette proposition n'en demeure pas moins perfectible et deux pistes d'amélioration peuvent être envisagées. La première piste d'amélioration concerne la charge de la preuve. Charge de la preuve qui repose actuellement entièrement sur les autorités de contrôle. Alors certes, si les autorités de contrôle disposent de pouvoirs d'investigation importants et que les entreprises ont l'obligation de leur transmettre les informations dont elles pourraient avoir besoin dans le cadre de leur enquête, pourquoi ne pas envisager aussi un renversement de la charge de la preuve? C'est ce qu'ont prévu les Américains en adoptant l'Oregon Forced Labor Act en 2021 qui impose aux importateurs de démontrer que leur chaîne d'approvisionnement est exempte de travail forcé dès lors que les marchandises sont en provenance du Xinjiang. La seconde piste d'amélioration concerne le sort des victimes. Un sort des victimes qui n'est pas abordé par la proposition de règlement travail forcé. Et certains ont donc préconisé qu'une amende soit infligée aux opérateurs économiques et qu'une partie de cette amende soit reversée aux victimes. Quoi qu'il en soit, la mise en œuvre de cette sanction suscitera un certain nombre d'interrogations. Tout d'abord, que faire des biens qui ont été exclus du marché européen? La proposition de règlement semble envisager leur destruction. Mais est-ce réellement satisfaisant? Et est-ce que d'autres pistes ne pourraient pas être envisagées? Certains ont par exemple recommandé, plutôt que de détruire ces marchandises, de les donner à des œuvres caritatives. Je pense en tout cas que la question mérite d'être posée. Ensuite, la mise en œuvre de cette sanction pourrait susciter des tensions avec d'autres politiques publiques, et notamment avec la lutte contre le changement climatique. Actuellement, 40% du polysium mondial, qui est utilisé pour créer les panneaux photovoltaïques, est produit au Xinjiang, où les Ouïghours sont persécutés. Ce qui commence déjà à poser des difficultés aux États-Unis, puisque les douanes ont saisi un certain nombre de panneaux photovoltaïques, et ce qui a tendance à freiner, à ralentir la mise en œuvre de la transition énergétique. Enfin, est-ce que cette sanction ne pourrait pas être utilisée comme une arme commerciale contre certains États? Je pense qu'on peut se poser la question, compte tenu du fait qu'aux États-Unis, depuis 2015, 60% des refus d'entrée sur le territoire américain ont été dirigés à l'encontre de marchandises en provenance de Chine. Donc, vous l'aurez compris, ces autorités de contrôle, compte tenu des pouvoirs dont elles sont investies et du panel de sanctions qu'elles peuvent prononcer, pourraient s'avérer être de redoutables gardiennes du devoir de vigilance. Leur efficacité n'est toutefois pas innée et certaines expériences passées nous le rappellent, puisque le règlement sur les minerais de conflit et celui sur l'importation de bois, que j'évoquais tout à l'heure, avaient été placés sous la surveillance d'autorités de contrôle dont l'expérience s'est avérée assez décevante. C'est pourquoi il est nécessaire, tout d'abord, que ces autorités de contrôle soient indépendantes des acteurs du marché et fonctionnent de manière transparente. Et l'on peut se réjouir que ces deux conditions soient prévues tant par la proposition de directive vigilance que par la proposition de règlement travail forcé. Ensuite, il est nécessaire qu'elles soient dotées des moyens financiers suffisants pour fonctionner, ce qui est là encore prévu par le droit européen. Et certains ont proposé qu'une partie des amendes soit réinjectée dans ces structures afin de permettre leur bon fonctionnement.
Et enfin, il est indispensable que ces autorités de contrôle soient dotées d'une réelle expertise dans le domaine des droits de l'homme et de l'environnement, et ce compte tenu de la spécificité de ces matières. Et sur ce point, on ne pourra que regretter le silence gardé par le droit européen. Le second acteur que la proposition de directive vigilance fait intervenir aux côtés du juge, aux côtés des autorités de contrôle afin de veiller au respect des obligations de vigilance par les entreprises, c'est le juge. L'article 22 donne la possibilité aux victimes de saisir le juge afin que celui-ci retienne la responsabilité civile de la société chef de file qui aurait manqué à son devoir de vigilance. Alors cette disposition, qui a vocation à évoluer, elle est fondamentale. Elle est fondamentale parce qu'il s'agit d'une des seules dispositions de la proposition de directive qui concerne directement les victimes et leur indemnisation. Deux remarques néanmoins sur ce qui pourrait être de nature à limiter le potentiel de cet article. Première remarque, elle concerne la charge de la preuve. Charge de la preuve qui n'est pas envisagée par la proposition de directive vigilance, qui sera laissée à la discrétion des États et qui aura donc vocation à peser sur les victimes. Cette situation n'est guère satisfaisante compte tenu de l'asymétrie d'information qui existe entre les parties et une asymétrie d'information à laquelle la publication des plans de vigilance ou encore les obligations de reporting ne permettent que rarement de pallier, et ce compte tenu de la généralité des informations qui sont divulguées. Et une problématique qui a d'ailleurs été soulevée récemment par les juridictions anglaises. Alors, d'une part par la Cour suprême anglaise, dans l'arrêt Hot-Papy contre Shell de 2021, et qui concernait les répercussions sociales et environnementales des activités de la société en Afrique, et d'autre part par la British High Court, dans un arrêt de 2022 qui concernait les activités de la société minière Acacia en Tanzanie, et plus particulièrement les atteintes aux droits de l'homme commises par les agents de sécurité de la société. Et un arrêt à l'occasion duquel les juges ont imposé à la société de divulguer un grand nombre de documents afin de pouvoir établir les atteintes aux droits de l'homme. Donc, compte tenu de cette problématique, on ne peut que regretter que la proposition de directive n'ait pas inversé la charge de la preuve, ce qui existe dans d'autres domaines, et notamment en matière de corruption avec le Bribery Act anglais, et imposé à la société chef de file de démontrer que son processus de vigilance était suffisant pour prévenir et remédier aux atteintes aux droits de l'homme. Alors, certaines dispositions au niveau interne pourraient toutefois permettre de pallier cette difficulté. Je pense notamment à l'article 113-1 du Code de la consommation, qui a été très peu utilisé jusqu'à présent, mais qui pourtant reconnaît un droit aux consommateurs de demander des informations à l'entreprise dès lors qu'il y a un doute sérieux sur le fait que les marchandises ont été produites dans le respect des droits de l'homme. Ma seconde remarque concerne une inquiétude qui a été formulée concernant la rédaction de l'article 22. Il est vrai qu'une lecture rapide de cet article pourrait donner l'impression qu'il suffirait à la société chef de file de recourir au contrat, plus précisément d'obtenir des garanties contractuelles de la part de ses fournisseurs, autrement dit de leur imposer unilatéralement le respect des droits de l'homme, et de recourir à l'audit pour que sa responsabilité soit écartée. C'est toutefois faire fi de la seconde partie de l'article qui rappelle expressément que lorsqu'il était déraisonnable de considérer que les mesures adoptées par l'entreprise pour prévenir et remédier aux atteintes aux droits de l'homme étaient suffisantes, sa responsabilité ne pourra pas être écartée. Il ne suffit donc pas à la société chef de file de recourir au contrat. Elle doit s'assurer que celui-ci est un outil efficace de protection des droits de l'homme au sein de la chaîne d'approvisionnement. Et c'est ce que nous ont rappelé assez récemment les juges anglais,
puisque une cour d'appel avait été saisie par la veuve d'un ouvrier bangladais décédé sur le chantier de démantèlement d'un navire. Un arrêt dans lequel les juges ont rappelé que, certes, la société mère peut recourir au contrat pour prévenir les atteintes à la santé des ouvriers. Mais encore faut-il qu'elle s'assure que le contrat est un outil efficace et qu'il ne soit pas simplement une coquille vide. Sinon, sa responsabilité pourrait être engagée sur le fondement du duty of care. Et à cet égard, il est intéressant de rappeler que l'American Bar Association a publié en 2021 un certain nombre de clauses contractuelles type ayant vocation à faire du contrat un outil efficace de mise en œuvre du devoir de vigilance en matière de droits de l'homme. Et parmi ces clauses figure notamment l'engagement de la société mère d'adopter des pratiques commerciales qui soient responsables et qui ne fassent pas obstacle au respect des droits de l'homme dans la chaîne d'approvisionnement. Pour conclure, l'obligation de vigilance recèle un potentiel beaucoup plus important que l'obligation de reporting et la directive CSRD pour impulser le respect des droits de l'homme au sein de l'entreprise mondialisée. Mais c'est toutefois à condition que cette obligation de vigilance soit mise en œuvre de manière satisfaisante. Et à cet égard, tant les autorités de contrôle que le juge auront un rôle fondamental à jouer. Je vous remercie de votre écoute. Ça marche, hein? Non, c'est ça. Bonjour à tous. Je voulais commencer évidemment par remercier très vivement Edmond Schloub-Berger et Romain Dumont pour leur invitation. Au-delà du thème choisi avec beaucoup de pertinence, je dois dire que j'ai énormément apprécié le format, que vous nous donniez l'occasion de travailler avec des doctorants ou des jeunes docteurs. C'est vraiment une chance et ça inscrit, il me semble, au cœur de notre métier, voilà, ce qui fait qu'on l'a choisi et qu'on est là, la raison d'être sans doute de nos missions, la recherche et la transmission. Rapport de durabilité et plan de vigilance, redite ou complémentarité? Marie de Pigneux a déjà répondu grandement à cette question, donc je vais me contenter de faire quelques courtes observations. On l'a dit déjà à plusieurs reprises depuis le début de cet après-midi, la directive CSRD constitue un progrès. Un progrès sur le plan du reporting, sur le plan de ses obligations d'information, parce qu'elle exige un cadre commun de reporting qui n'était pas présent dans les textes antérieurs. En outre, elle permet un travail sur une publication de facteurs de gouvernance qui vont être déterminés, on l'a dit, par des groupes identifiés, notamment les FRAG, et qui vont être amenés à évoluer. Ces facteurs seront sans doute précis, ce qui correspond aussi à une demande des acteurs et à probablement une chance de clarification, puisque ces exigences, on l'a souvent souligné, sont sans doute difficiles à mettre en œuvre et créent un sentiment ou peut-être une réelle insécurité juridique. Mais la directive CSRD a ses limites, car elle n'impose pas, il me semble, aux entreprises d'être directement plus vigilantes, d'être plus vertueuses, de respecter davantage les droits humains, l'environnement. La directive CSRD impose aux entreprises de donner des informations sur ces sujets. En revanche, la proposition de directive relative au devoir de vigilance est plus ambitieuse, puisqu'elles imposent aux entreprises non seulement de cartographier les risques, et là les textes se rejoignent, mais également de les prévenir, de prendre des mesures pour les prévenir, pour y remédier et pour, le cas échéant, réparer les atteintes causées par leurs activités. Il y a donc bien une inspiration commune entre ces deux textes que je voudrais présenter rapidement en premier lieu, mais il me semble que le régime mis en place par ces deux textes est distinct, point sur lequel je m'arrêterai en deuxième lieu. Et enfin et surtout, je voudrais m'interroger sur la question de savoir si cette apparente convergente, qui pourrait sembler heureuse, ne pourrait pas en réalité s'avérer en pratique, ce qui serait regrettable, contre-productive. Ça sera mon troisième point. Une inspiration commune en premier lieu donc,
les principes directeurs de l'OCDE de 2011 à l'intention des multinationales, les principes de l'ONU de 2014 relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ont tous deux inspiré ces deux textes. Ils sont tous deux cités, c'est logique, dans les considérants de ces deux directives. Par ailleurs, la directive CSRD présente aussi l'avantage d'exiger que ces nouvelles obligations d'information soient contenues dans le rapport de gestion. C'est donc un support commun qui est susceptible de recueillir les informations exigées par la directive CSRD et la cartographie des risques exigée demain par une future directive devoir de vigilance. En outre, ces deux textes ont un objectif commun. Effectivement, beaucoup des termes qu'on trouve dans ces deux textes concourent au même objectif, ça a été dit. Il s'agit de s'intéresser à des objectifs de durabilité, il s'agit de se préoccuper de tout ce qui concerne la chaîne de valeur, la chaîne d'approvisionnement, les relations avec ses sous-traitants, ses fournisseurs, ses clients, et pour faire en sorte que ces relations engendrent le moins d'incidences négatives. Dans les deux cas, effectivement, on constate des exigences communes, en tout cas dans les risques qu'il s'agit de cartographier, dans les informations qu'il s'agit de relater pour la directive CSRD. Et c'est encore plus clair lorsque certains termes même de la directive CSRD emploient le terme de diligence raisonnable sur laquelle les entreprises devront s'expliquer, devront publier des informations. Donc il y a une similitude en effet assez frappante entre les termes de ces deux textes qu'on retrouve notamment si on prend le temps de relire les articles 6, 7 et 8 de la proposition de directive relative à la vigilance qui vise les mesures appropriées qu'il faudrait que les entreprises prennent pour être plus vigilantes. Il y a donc une inspiration commune, il y a donc des objectifs communs, mais le régime mis en place par ces deux textes me semble en second lieu donc différent. Premièrement, on peut souligner que la place de la directive CSRD étonne, puisqu'elle a choisi de modifier la directive RSE de 2014, qui elle-même avait modifié la directive comptable de juin 2013, ce qui implique, sauf erreur de ma part, que les nouvelles dispositions CSRD vont se retrouver, se trouvent déjà introduites dans une directive comptable, ce qui est sans doute regrettable. Donc ça, c'est un premier point. Et autre point qui concerne plus directement une question relative au régime, il me semble que si, effectivement, comme l'a dit de manière très claire Marie de Pigneux, s'agissant du contrôle, il y a dans les deux cas des organes, si on est optimiste, qui vont être indépendants pour contrôler, d'une part, si ces informations sont bien publiées, et d'autre part, si les risques sont bien cartographiés et que l'entreprise s'applique à y remédier et à les prévenir. Mais il me semble que nous n'avons pas à ce stade de garantie sur la qualité de ce contrôle futur, le risque étant que ce contrôle soit purement formel. Et en lisant la dernière version, sans doute pas définitive, mais la dernière version dont nous avons connaissance de la proposition de directive vigilance, on voit dans son article 18 que pour un certain nombre des obligations qui pèsent sur les épaules de l'entreprise, ce contrôle sera sans doute effectivement purement formel. Il s'agira simplement de vérifier si un plan a été adopté et non pas si ce plan est véritablement effectif. En outre et surtout, ça a été dit par Marie de Pigneux, la question cruciale, il me semble, de la responsabilité civile est absente de la directive CSRD pour ce qui concerne la responsabilité de la société elle-même, puisqu'effectivement, ça a été traité tout à l'heure, la responsabilité des administrateurs est envisagée, mais pour la société de la personne, la responsabilité de la personne morale elle-même, il me semble qu'il y a une vraie lacune. Et ceci est d'autant plus regrettable que la nouvelle version de la proposition de directive vigilance présente un vrai défaut sur la question de la responsabilité, défaut que je voudrais aborder dans mon troisième et dernier point,
puisque ça m'a amené à me demander si, paradoxalement, derrière cette heureuse apparente convergence entre ces deux textes, il n'y aurait pas un effet contre-productif ayant consisté à vider pour partie un des dispositifs efficaces de la proposition de directive sur le devoir de vigilance, et je m'en explique immédiatement dans mon troisième point. Si on observe les différentes rédactions de cette proposition de directive sur le devoir de vigilance, et en particulier l'article 22 qui est donc consacré à la responsabilité civile et donc à la question de la réparation des dommages subis par les victimes, on note que cet article 22, dans sa dernière version, a exclu au titre des faits générateurs susceptibles d'engager la responsabilité de la société ce qui concerne le climat. En effet, le plan dédié au climat est contenu dans l'article 15 de la proposition de directive. Or, l'article 22, qui énumère les faits générateurs susceptibles d'engager la responsabilité civile des sociétés assujetties, ne vise volontairement que les articles 7 et 8 et exclut l'article 15. Or, on est frappé par la très grande similitude, c'est peu dire, puisque c'est un véritable copier-coller, entre la rédaction de l'article 15 de la proposition de directive relative au devoir de vigilance, que je ne vais pas vous lire en entier parce qu'il est long, mais c'est cet article qui prévoit que les entreprises doivent publier un plan dédié au climat et qu'elles doivent donc faire en sorte que tous leurs modèles commerciaux et leurs stratégies permettent d'atteindre cette limitation du réchauffement planétaire à 1,5 degré, donc conformément à l'accord de Paris. On trouve des termes identiques dans la directive CSRD et dans la proposition de directive vigilance à l'article 15. Et ce n'est sans doute pas un hasard si précisément cet article 15 ne peut pas constituer un fait générateur de responsabilité civile puisqu'il a été exclu par l'article 22 nouvelle version. Ce qui m'inspire une réflexion que je voudrais partager avec vous, et j'espère que vous allez tous me contredire parce qu'elle est extrêmement pessimiste, la réflexion consistant à se demander si l'un des objectifs de ces dispositifs de reporting n'est pas, pour une part, de faire dégénérer des obligations de droit dur qui pèsent sur les entreprises en de simples obligations de conformité avec des sanctions qui sont soit absentes, soit relativement légères. C'est la vision pessimiste de l'observatrice qui a regardé les deux textes être construits parallèlement et qui, en lisant par ailleurs la décision qui a été rendue récemment par le tribunal judiciaire de Paris le 28 février 2023, décision, si on la lit d'un point de vue purement procédural, et si la spécialiste de procédure civile que je ne suis pas se rassure en se disant que c'était le juge des référés, qu'il y avait une contestation sérieuse, que l'évidence n'était pas caractérisée, c'est une décision qui ne doit pas trop inquiéter. Mais si on la lit avec les lunettes de civiliste, que je suis un peu plus, on peut aussi se dire qu'au-delà de la question de l'irrecevabilité, qui s'explique voilà, sur un point procédural, le juge du tribunal judiciaire de Paris nous livre un très long obitaire dictum dans lequel il nous dit que la loi devoir de vigilance française, donc de 2017, peut difficilement être appliquée parce que finalement, on comprend difficilement les obligations qui pèsent sur les épaules des entreprises. Elles sont floues, elles sont larges, elles seraient inintelligibles. Donc la question que je pose, c'est alors, est-ce que ces textes qui prévoient au contraire, grâce également aux organismes qui vont détailler ces facteurs de durabilité, vont permettre aux juges finalement de comprendre ce que c'est que la vigilance? Est-ce qu'un juge français ou étranger pourra utiliser toutes ces obligations de reporting extrêmement précises pour nous dire, bah, voilà, ça illustre ce que c'est que d'être vigilant, et dans ces cas-là, soyons optimistes, ça sera
plus clair et plus facile pour lui d'être en capacité de condamner une société dont il considère qu'elle n'a pas été vigilante, ou alors la version pessimiste, c'est que au fur et à mesure, on en a à mon avis malheureusement 2 indices récents, la nouvelle version de la proposition de directive sur le devoir de vigilance et l'ordonnance et le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 28 février 2023. Il s'agira au contraire de relayer la responsabilité pour faire en sorte que finalement elle ne soit pas applicable et qu'on reste dans des mécanismes de pure conformité que certains nomment utilement ou non compliance. Merci de votre attention.